La ligne Maginot n'allait pas jusqu'à Sedan. Les Ardennes et la Meuse étaient considérées comme des remparts. En moins de 100 ans, dans ce doux paysage vallonné, le destin des peuples s'était joué à 3 reprises. Moltke et Bismarck s'étaient déjà installés sur le sommet 301. Cette fois, c'était au tour des commandants français de s'y installer. Le drame de la Ferté s'est déroulé près d'ici, dans une vallée transversale. Les spécialistes de la fortification diront, l'ont dit d'ailleurs, on devait lier la manœuvre, lier la fortification à la manœuvre, et non pas la manœuvre à la fortification, qui est immobile. Or, le général Weygand, qui était généralissime à ce moment-là, n'a pas utilisé la fortification. Il a envoyé le groupe d'armée numéro 1 au-devant des Allemands, des forces allemandes, en Belgique. C'est-à-dire pour faire quoi? Une bataille de rencontre de style napoléonien, sans aucune imagination. Le sang pour le sang, le choc pour le choc. Alors qu'un officier allemand, l'officier supérieur allemand, avait mis ses supérieurs en garde, c'est Manstein, qui lui avait dit, attention, les Français peuvent très bien nous laisser entrer en Belgique, ne pas broncher, et partir de la ligne Maginot pour attaquer en direction du Luxembourg, de la Rhénanie, de la Ruhr, et couper les arrières des Panzerdivisionen qui seront sans ravitaillement en essence. Et c'est ce qui explique pourquoi le haut commandement de la Wehrmacht a détaché toute la 16e armée allemande de Buch au sud des Panzers pour faire face à ce qui pouvait éventuellement sortir comme unité de la ligne Maginot, mais ce n'était pas l'idée de Weygand, puisqu'on l'a vu, c'était la bataille de rencontre qui a été un échec, évidemment. C'est ça la grande infériorité. Elle est tactique, elle n'est pas stratégique. Oui. Et parce que l'idée de Weygand, de prendre en tenaille l'avance allemande par le nord et par le sud, était une très bonne idée stratégique. Oui. Bon. Mais quelles sont les conséquences de l'échec de l'armée française à ce moment-là? Bon, la conséquence, c'est pour la France, c'est une tragédie, parce que vous avez la France coupée en deux. Vous voyez suffisamment en lisant les journaux français que nous ne sommes pas tout à fait sortis de cette situation-là. Et je crois que l'ampleur, moi j'avais 10 ans pendant ces événements, je me rappelle encore du passage de l'armée française dans mon village, l'armée française battue. Et croyez-moi, c'est quelque chose qui marque. C'est d'une tristesse totale. Le 13 mai 1940, à Sedan, les blindés devaient une fois encore jouer un rôle décisif dans la bataille, en forçant le passage de la Meuse. Les Allemands avaient concentré toutes leurs forces sur une zone large de 10 km. Pendant 5 heures, 1500 avions avaient pilonné la défense française. Sortis de cet enfer, les hommes étaient brisés moralement et comme paralysés. Pendant ce temps, les hommes de la ligne Maginot restaient impuissants dans leurs forteresses imprenables, condamnés au rôle de spectateurs par leur propre commandement militaire. L'un d'entre eux, le lieutenant Joseph Mathès, commandait une patrouille de reconnaissance dans le fort de Schönenbourg. L'amertume d'alors est encore perceptible aujourd'hui. Da war die Maginot-Linie, dass sie ihre Mission erfüllt hat, ist ja der Beweis, der Hitler hat uns ja nicht angegriffen. Hitler kam über Holland-Belgien. Und das wussten wir ja, denn da droben haben wir ja keine Maginot-Linie gebaut. Also wenn man schon eine Mauer baut, dann weiß man dann, dass der einbrechen will, nebendran kommt. Also da hätte man die ganze Armee von Frankreich da hinaufschaffen sollen und nicht noch hinter die Maginot-Linie die besten Armeen von Frankreich hinstellen. Da droben standen Armeen von Marseille und so weiter. Aber die guten, die besten ausgerüsteten Divisionen, die standen hinter Maginot. Das war ja ein Unsinn. C'est ici, à Gaulier, que les sapeurs allemands construisirent le plus important des 3 ponts de campagne sur la Meuse. Les colonnes de prisonniers qui le franchirent plus tard dans l'autre sens sont les survivants d'un véritable enfer, désespérés, démoralisés. Le fait que Guderian parvienne à faire passer ici la masse de son corps d'armée sur l'autre rive fut l'incroyable résultat d'un coup de poker.
de la Meuse, les Français s'étaient retirés sur leur seconde ligne de défense. Peu de choses rappellent la lutte acharnée dont les forts du prolongement de la ligne Maginot firent l'objet. Ce n'est qu'en fin de soirée que les Allemands parvinrent à vaincre les casemates dominant le carrefour du château de Bellevue. Pendant ce temps-là, Guderian préparait son opération la plus audacieuse. Entscheidend war weniger Guderians Durchbruch bei Sedan, sondern sein Ausbruch aus dem Brückenkopf Sedan hier bei Chemeri. Dadurch erhielt die Operation eine in dieser Art gar nicht geplante Dynamik und erst dadurch wurde Mansteins Sichelschnittidee umgesetzt. Dadurch entstand jenes Phänomen, das schließlich in der Propaganda als Blitzkrieg bezeichnet wurde. Also habe ich das richtig verstanden? Das war überhaupt nicht beabsichtigt? Hatte der keine Rückendeckung von oben, von der obersten Heeresleitung und so weiter? Generalleutnant von Manstein, der diesen später als genial bezeichneten Plan entwickelt hatte, wurde wegen dieser Idee, die man als verrückt bezeichnete, abgelöst und kaltgestellt. Sein Berater als Panzerfachmann war jedoch Guderian gewesen und hier schlug seine große Stunde. Hier setzte er gegen alle Regeln der Kriegskunst, gegen alle Befehle seiner Vorgesetzten diese Idee so durch, wie er sie zusammen mit Manstein geschmiedet hatte. Und von hier aus stieß er 400 Kilometer mit seinen Panzern bis zur Kanalküste vor, sodass der gesamte Nordflügel der Alliierten etwa 1.700.000 Mann eingekesselt wurde. Ainsi, l'écluse de Chemeri devient elle aussi le symbole d'une politique d'après-guerre qui pensait devoir mater l'Allemagne, l'ancien ennemi, sans miser sur ses forces démocratiques. On a ainsi favorisé involontairement l'émergence d'un appareil étatique injuste et agressif, qui savait gagner des batailles en se servant des dernières avancées en matière de technique et de tactique. L'agression allemande coûte la vie à 100 000 soldats français. Les Allemands ne rencontrent que peu de résistance dans leur marche sur Paris et Dunkerque. 10 jours après, le 24 mai, l'opération est terminée. Hitler a arrêté ses troupes au canal de la Bassée. L'essentiel du corps expéditionnaire anglais parvient à être évacué par Dunkerque. Cette retraite réveille les vieilles rancunes franco-anglaises. La présence de quelques milliers d'Anglais parmi les 1 200 000 soldats faits prisonniers n'est pas d'un grand réconfort pour les Français. Alors que ces derniers restent immobiles à l'intérieur de leur fort, les Allemands attaquent au sud de la Somme pour tenter de remonter la Seine et d'aller jusqu'à la frontière suisse. Afin de leur résister, les Français détachent des troupes dont ils pensent pouvoir priver la ligne Maginot. Forts et casemates sont pratiquement isolés. Ils ne peuvent plus compter que sur leur propre intendance et sur leurs abris d'acier et de béton. Le 14 juin, Paris est occupé. Au même moment, l'opération Tigre est lancée à grand renfort de matériel. Les Allemands ont l'ambition de prendre la ligne Maginot non seulement par la ruse, mais aussi en l'attaquant de front. Als sie dann da drüben durchbrachen, also eine Kasematte nach anderen geknackt haben, das war eigentlich nicht schwer. Da lagen 20, 30 Mann allein, 4, 5 Kilometer von der nächsten Kasematte und bekamen dann artillerigeschosse Geschosse drauf, Stukas drauf. Ja, was sollten sie dann tun? Die wurden geknackt, das ist was selbstverständlich, obwohl sie schossen bis zur letzten Patrone. Ne? Und so kamen sie dann bei La Verrerie. La Verrerie, das ist bei Langensulzbach, kam diese Division vorbei und unsere große Überraschung war dann in Schönburg, als es plötzlich hieß, für die Artillerietürme und so weiter, Richtung Süden schießen. Bis jetzt waren unsere Geschütze nach Norden gerichtet, jetzt hieß es, ja, sie sind durchgebrochen, sie saßen in Riederschoffen, sie saßen in Sels und so weiter, sie saßen in Hagenau. Aber von diesem Werk hier, das heißt vom kleinen Lembach,
Le Petit Four de Lemba und Furachau, Hohwald bis Schönburg und so weiter. Wir waren intakt, da kamen sie nicht durch. Und dann bis zum Rhein. Ne? Le 14 juin, l'offensive du groupe d'armée de Witzleben, lancée contre les forteresses du nord de l'Alsace, se solda par la plus grande défaite allemande de la campagne de l'Ouest. Ce jour-là, 1200 soldats allemands tombent devant les seuls forts du Furachau, du Rohrwald et de Schönenburg. Jusqu'au 23 juin, les forts sont quotidiennement en proie aux attaques massives de l'artillerie, de la Luftwaffe et des troupes de choc. Les Français se replient dans les étages inférieurs et le blindage tient bon. Puisqu'ils ne parviennent pas à passer par ici, les Allemands attaquent également la ligne Maginot dans le Haut-Rhin, qui est peu fortifiée. La zone située en face de Breisach est pilonnée sans relâche. Sous le feu nourri des Français, des vétérans de la Première Guerre mondiale doivent traverser le Rhin en crue. Les canaux d'assaut enregistrent de lourdes pertes. Beaucoup mourront aussi ensevelis dans des bourbiers et en combattant pour la prise des casemates, parce que les Français trouvent un soutien moral dans le mythe d'une ligne Maginot restée invaincue. En fait, les Allemands sont depuis longtemps à l'arrière des casemates, puisque les blindés de Guderian ont atteint la frontière suisse. Cette attaque insensée, lancée pour une question de prestige, ne devait laisser derrière elle que des images propres à alimenter le mythe de la Blitzkrieg. La ligne Maginot, orgueil de la France, dévastée, réduite en bouillie par les obus allemands. Le 19 juin, nouvelle conséquence de la guerre de mouvement opérationnel, 500 000 soldats français sont faits prisonniers dans le triangle Reims-Belfort-Metz. À Wiesbaden, on impose au général Hunzinger les conditions de l'armistice. La France se retrouve divisée, avec au nord une zone occupée comprenant Paris et au sud une zone libre sous le régime de collaboration de Pétain. Les Français s'engagent à ce que les forts de la ligne Maginot n'ayant pas cessé le combat soient remis intacts aux mains des Allemands. Wir fanden aber nicht, dass wir den Krieg verloren hätten oder dass wir gefangen genommen wären. Wir waren ja frei. Und vom Furachau bis hinunter zum Rhein wurde überall auf allen Blocks, auf allen Kasematten die französische Fahne gehisst. Somit war eine Linie von französischen Fahnen, die eigentlich beweisen sollte, dass wir noch französisch sind, dass wir den Krieg nicht, dass wir nicht überrumpelt worden wären. Ja, Generalstab oder drunten bei Pochter wussten sie natürlich nicht, dass wir noch existieren würden. Nicht? Denn die Deutschen, die waren ja drunten in Südfrankreich und so weiter. Und da kam dann eigentlich eine Delegation von französischen Offizieren im Flugzeug. Die flogen gesandt von Wiesbaden, von der Waffenstillstandskommission von Wiesbaden. Und da saß ja ein halber Elsässer, der General Hunzinger, der vertrat ja die französische Delegation. Und der hätte uns auch besser verteidigen können. Ne? Und die flogen aber über uns, um zu sehen, ja, sie existieren noch. Ne? Le fort blindé 35-3 de Markolsheim dut rendre les armes après qu'un grand nombre de ses défenseurs soient morts au combat. Leurs camarades du nord de l'Alsace ne quittent leur fort que 2 semaines plus tard. Ils sont faits prisonniers sans avoir été vaincus. L'Alsace et la Lorraine, qui pendant 22 ans avaient de nouveau fait partie de la France, furent rattachés au Troisième Reich et germanisés de force. Ceux qui avaient opté pour la France furent bannis. Un réseau de mouchards recouvrit la région. Un grand nombre des soldats et officiers qui avaient combattu ici revêtaient à présent l'uniforme allemand. Tout refus était durement puni. Avec elle, une dictature agressive triomphait d'une démocratie défensive.